bâtiments, qui est le cluster en région Auvergne-Rhône-Alpes sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Donc, je suis l'animatrice de toute la partie rénovation Objectif 2050 depuis ce matin. Et puis là, donc, on va enchaîner. Et on va enchaîner donc sur la question du décret tertiaire, donc d'éco-énergie tertiaire. Et donc, je vais laisser la parole à Emmanuel Accardi, qui va nous présenter un peu plus dans le détail tout ce qui a trait au décret tertiaire. Je te laisse avancer. Merci beaucoup. Oui, alors c'est comment? Juste t'appuies là sur la flèche pour avancer. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de ce qu'on appelle, nous on appelle EET, éco-énergie tertiaire, mais en fait c'est l'ensemble du décret, des nombreux arrêtés et donc du dispositif de suivi qui fera l'objet d'une présentation juste après la mienne par Hakim. Donc en fait, pour le dispositif EET, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, puisque vous voyez dans les diapos, ça fait pratiquement 10 ans. C'est depuis le Grenelle de l'environnement on s'est dit que le tertiaire était un gisement très important de bâtiments. Alors les chiffres, je suis toujours un petit peu hésitant, mais je crois que c'est à peu près 1 million de mètres carrés. En fait, le problème du périmètre du tertiaire, c'est que c'est énormément de bâtiments, mais en gros, pour avoir une ordre de grandeur, c'est 1 million de mètres carrés de surface de bâtiments, et donc évidemment s'attaquer à ce gisement pour le rénover, entreprendre des actions de réduction des consommations énergétiques, c'est évidemment extrêmement ambitieux. Ça participe à toutes les démarches, toutes les politiques énergétiques, tout ce qui est mis en place pour diminuer les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et nous emmener vers la neutralité carbone. Donc en fait, l'objectif, il est de diminuer les consommations de tout ce parc, et puis c'est évidemment au passage de travailler, de réfléchir au confort des occupants, parce que voilà, on peut mener des actions à plusieurs effets. Alors il y a un objectif qui est en valeur relative, on va dire, c'est par rapport à un état de référence. On se fixe dans différents horizons temporels un objectif de diminution de 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050. Donc là, on annonce la couleur sur le long terme, et on peut, lorsqu'on est gestionnaire de bâtiments tertiaires, se préparer à réfléchir aux actions engagées sur son parc pour atteindre ces objectifs. Donc en fait, là, actuellement, sur le dispositif des textes, on a eu donc le Grenelle, la loi transition énergétique, puis la loi Elan qui se sont penchés, qui ont à chaque fois repris, remodifié le dispositif, adapté le dispositif pour lui donner la stabilité juridique, la solidité juridique dont il a besoin. Et donc on a la loi Elan, qui a 3 ans juste, quasiment jour pour jour. Il y a le décret de juillet 2019, et il y a des arrêtés qui sont déjà publiés, puis ensuite je reviendrai sur les arrêtés qui restent à publier. Alors, qu'est-ce que c'est donc EET? C'est un dispositif très ambitieux, puisque c'est quasiment tout, quand je dis la plupart, en vérité, c'est quasiment tout le secteur tertiaire concerné. Ça fait partie des évolutions. Au démarrage, dans les premières années où on avait imaginé le dispositif, il n'y avait que quelques types de bâtiments tertiaires qui étaient concernés. Là, c'est l'inverse. C'est les exceptions qui sont vraiment extrêmement minoritaires. Par exemple, les exceptions, les lieux de culte, voilà, ça fait partie des sujets, des types de bâtiments qui ne sont pas concernés. Donc c'est des objectifs progressifs, ça je l'ai expliqué dans la slide précédente. Ça concerne tous les usages énergétiques, toutes les parties prenantes. Quand on dit parties prenantes, ça veut dire que par exemple, il y a les propriétaires, mais il y a aussi dans le cas des commerces, les preneurs à bail. Ils sont concernés, ils sont assujettis, et ils sont censés aussi réfléchir à des actions à mener. Et puis la plateforme, là je vais passer vite puisque ça fera l'objet de la présentation juste après la mienne, la plateforme Opérate. Donc voilà, vous avez la panoplie des bâtiments qui sont concernés. Donc vous voyez, commerce, bureaux, établissements scolaires, gymnase, piscine, salle de spectacle, etc. etc. Des bâtiments atypiques, comme un aérogare, évidemment, quand on réfléchit à la consommation énergétique d'un aérogare, donc un bâtiment où il y a simultanément des tas de gens qui rentrent et qui sortent, des portes qui s'ouvrent, évidemment des systèmes d'éclairage, d'affichage extrêmement nombreux, un data center aussi qui bâtiment qui consomme énormément. Donc chaque cas est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner le tertiaire. C'est les tertiaires, évidemment, et donc il y a vraiment des spécificités à chacune de ces catégories. Et même à l'intérieur de ces catégories, on a vu ça avec les acteurs, puisqu'on est en discussion avec les acteurs depuis de nombreuses années, il y a énormément de sous-catégories. On arrive à vraiment ramifier, parce qu'après, par exemple, dans le commerce, vous avez évidemment tous les types de surfaces de commerce. Vous avez des commerces avec des frigos, donc avec
des particularités, des spécificités, des contraintes particulières. Lorsque vous parlez d'un hôpital, évidemment, vous imaginez que dans un hôpital, l'intensité de l'activité, voilà, on peut pas jouer n'importe comment sur le fait de moduler l'activité. Donc c'est vraiment la spécificité de ce tertiaire, c'est sa variété, sa multiplicité, et donc il faut vraiment s'adapter à cette variété de bâtiments. Donc, comme je l'ai dit, on est parti sur l'idée d'un assujettissement large, c'est-à-dire que tous les bâtiments sont concernés. Alors, à partir d'un seuil de 1000 m², donc en fait, comme vous voyez, c'est soit 1000 m², tout simplement un bâtiment de plus de 1000 m², mais aussi ça peut être dans des ensembles de bâtiments avec des usages mixtes, autres que tertiaires, mais où vous avez une somme d'activités tertiaires qui représente 1000 m². Typiquement, des bâtiments en ville, en centre-ville, à usage essentiellement résidentiel, mais dans lequel il y a des commerces ou des activités. On arrive assez rapidement, même si voilà, le bâtiment n'est pas au départ dédié au tertiaire, on arrive assez rapidement à un assujettissement parce qu'on dépasse les 1000 m². Et puis on a également la notion de surface d'emprise foncière dans laquelle il y a plusieurs bâtiments, et si la totalité de l'activité tertiaire cumulée, même si elle est en plusieurs parties, dépasse 1000 m², vous êtes assujetti. Donc ça, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait de très rares exemptions. Donc il y a également donc, les lieux de culte dont je parlais tout à l'heure, mais il y a également tous les sujets de cellules de crise opérationnelle, voilà, pour des gestions de crise, tout ce qui est lié à la défense, qui fait partie des très rares exceptions. Donc, comme je l'ai dit, il y a une atteinte progressive en valeur relative, en pourcentage, mais il y a une voie alternative pour respecter l'obligation sur ce tertiaire. Donc soit vous réduisez progressivement la consommation à partir de votre état de référence. Il faut un état de référence récent. On a le choix de l'année de référence. Ça peut être 2012, 2015, etc. Mais ça ne peut pas être antérieur à 2010. Il faut quand même que ce soit une situation récente. Et puis on est en énergie finale parce qu'évidemment on regarde les factures. Et donc en facture, cette énergie c'est exprimé en énergie finale. Et l'alternative, c'est la valeur absolue. Et donc là, c'est pour chaque catégorie de bâtiment, on va définir une valeur absolue en concertation avec les acteurs, les gestionnaires de ces bâtiments, parce que comme je le disais, c'est très particulier aux contraintes. Et là, évidemment, on s'adresse plutôt à des bâtiments les plus récents, qui ont déjà une relative performance, parce que comme ils ont une année de construction relativement récente, ils sont au standard des réglementations récentes, même si ce n'est pas la réglementation en vigueur, et donc ils préfèrent atteindre un standard de valeur absolue qui est plus ou moins un standard proche du neuf, un petit peu, évidemment, un peu moins fort. Voilà, donc c'est deux façons d'aborder l'obligation, et donc on fait un choix au démarrage, quand on est assujetti, de savoir si on est en pourcentage ou en valeur absolue. On a la possibilité de moduler les objectifs par rapport à des aspects climatiques, par rapport à du changement d'activité, par rapport à l'évolution du volume d'activité. Donc c'est tout à fait possible que dans un type d'activité, il y ait un événement qui fait que tout d'un coup, on a une activité plus importante. Donc on admet que là, des consommations énergétiques peuvent être également suivre l'activité qui évolue. Et donc c'est pris en compte dans la façon dont on va suivre son activité et ses objectifs, et dont on va rendre compte de ses objectifs. Il y a évidemment des contraintes qui peuvent être techniques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être patrimoniales. Lorsqu'on se situe en secteur protégé, par exemple, eh bien, on a des contraintes particulières dont on tient compte. Et puis évidemment, comme souvent dans les textes, on prend en compte une disproportion économique, mais il faut évidemment amener des éléments à l'appui et montrer pourquoi il y a ces contraintes économiques ou techniques. Et donc le texte prévoit bien ces cas et prévoit comment on peut justifier de ces contraintes. Alors, le dispositif EET, il a évolué au fil du temps aussi. Au départ, on ne parlait que de travaux. Et c'était très restrictif. Donc, on avait d'une part un périmètre beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui. Et en plus, on ne parlait que de travaux comme levier d'action. Et en fait, comme vous le savez sans doute, pour agir sur la consommation d'énergie, on peut évidemment utiliser les travaux, mais il y a d'autres façons d'autres leviers à actionner, comme par exemple l'exploitation, comme par exemple, évidemment, les aspects comportementaux, évidemment, le changement d'équipement. Donc, il y a plusieurs leviers à utiliser
pas uniquement des travaux qu'on imagine en plus. Lorsqu'on pense à ce genre de choses, on imagine des travaux forcément lourds, d'isolation, où on est donc forcément dans des questions de coûts tout de suite importants à mettre en œuvre pour respecter l'obligation. Donc là, on a bien insisté sur le fait que tous les leviers d'action sont mobilisables et que peut-être qu'avant, selon où on est, selon l'état de départ initial et la situation du bâtiment, peut-être qu'avant d'envisager tout de suite des travaux, peut-être qu'ils seront faits plus tard, mais on peut avoir des leviers déjà pour s'engager dans le respect de l'objectif. Alors sur l'actualité réglementaire, il faut mentionner que la loi récente, toute récente loi climat et résilience, donc qui a été publiée il y a quelques mois, a introduit un aspect important dans le champ d'assujettissement de éco-énergie tertiaire, puisque les bâtiments récents, les plus récents, donc construits après la loi Elan, c'est-à-dire construits en 2018, 2019, etc., et donc pour les années à venir, seront assujettis. Alors vous allez me dire, pourquoi des bâtiments dont on parle plutôt de bâtiments existants, de bâtiments tertiaires, pourquoi on va mettre les bâtiments neufs? Parce qu'on estime qu'un bâtiment, il est neuf le premier jour, et puis après, il a une certaine... voilà, il vit sa vie, et qu'il y a plusieurs façons d'exploiter un bâtiment, et que même un bâtiment neuf ou récent va pouvoir se prêter à ce genre d'exercice, de réfléchir à comment optimiser les consommations. Donc, c'est l'article 176 de la récente loi qui donc élargit le périmètre d'assujettissement de ce dispositif aux bâtiments les plus récents. Un autre élément important à noter, qui a fait l'objet de textes récents également, c'est que, en principe, la base Opéra, dont on va parler juste après, aurait dû entrer en vigueur en 2021 et les assujettis devaient remonter leur consommation de l'année précédente, c'est-à-dire 2020. Donc, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'événements en 2020 et encore en 2021 qui font que, d'une part, la préparation des textes a pris du retard, les concertations ont été compliquées, et surtout que l'activité de tous ces secteurs économiques, on pense évidemment à l'hôtellerie, à la restauration en particulier, mais de façon générale, a été modifiée. Du coup, tous ces éléments nous ont amenés à donner un an de plus, et donc à donner finalement à repousser l'échéance au 30 septembre 2022 et non plus 2021 pour renseigner les consommations des 2 années qui sont des années particulières, 2020-2021. Voilà. Je ne sais pas si 2022 sera aussi une année particulière, ça on verra, mais en tout cas, il y a eu un report pour également donc, permettre la mise en place complète de la plateforme Opéra et donc on renseigne les 2 années, les 2 premières années pour dire en gros d'où on part et quels sont les objectifs qu'on se fixe et comment on va vers cet objectif. Donc ensuite, j'ai expliqué qu'il y avait eu le décret un peu général sur la méthode, le premier arrêté, puis un arrêté qui était sur les valeurs absolues, donc la modalité alternative pour les bâtiments par catégorie lorsque vous choisissez plutôt le seuil en valeur absolue que le pourcentage. Et donc là, on a un premier arrêté avec un certain nombre de typologies et donc un nouvel arrêté dont la publication est prévue dans les prochains mois, puisque vous voyez la consultation publique est en ce moment, et donc la publication va intervenir sans doute en début d'année prochaine. Et donc là, on va compléter, toutes les typologies seront complètes, donc on aura les valeurs absolues pour l'ensemble des typologies. Donc dans le premier arrêté, il n'y avait qu'une partie, il y avait en gros 50%. Dans le second arrêté, on aura la complétude, je dirais, des typologies, on aura toutes les valeurs absolues. Donc quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous pourrez avoir la valeur absolue et donc choisir la modalité de cette valeur absolue. Et puis ce qui est important, c'est qu'il y aura aussi la segmentation. Comme je disais tout à l'heure, on a une telle variété qu'on a besoin de savoir ce qui est en catégorie, sous-catégorie. Donc la segmentation fera partie de cet arrêté numéro 2 avec la vision d'ensemble pour savoir finalement dans quelle catégorie je peux me trouver, en essayant d'être évidemment dans une définition qui colle le plus à la réalité. Voilà, je crois que j'ai fini. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Merci Emmanuel. Donc on va continuer toujours sur ce décret tertiaire, mais maintenant sur la partie plus opérationnelle. Hakim, je te laisse la place, et notamment donc sur la partie de la plateforme Opéra. Ça marche? Oui, parfait.
Bonjour à toutes et tous. Donc moi, voilà, je vais vous présenter la partie qui concerne voilà, la plateforme Opera, qui est D'abord, je ne me suis pas présenté. Je suis à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Voilà. Et l'ADEME, dans ce contexte réglementaire-là qu'Emmanuel vient de décrire, est en charge de réaliser la plateforme Opera qui doit permettre de mettre en œuvre le dispositif éco-énergie tertiaire. Et donc l'ADEME n'a pas participé à la rédaction des textes, mais élabore la plateforme qui est le reflet de l'application de ces textes-là. Donc j'anticipe un peu sur les questions peut-être tout à l'heure. Les questions sur les arrêtés et les textes réglementaires, c'est côté État, DHUP et Opera, ADEME. Voilà, donc cette plateforme, elle doit permettre d'abord aux assujettis de pouvoir répondre à leurs exigences en déclarant toutes leurs données bâtimentaires et les données de consommation dont on a parlé, mais aussi les programmes d'action et de travaux qui sont prévus. Elle permet également de vérifier l'atteinte des objectifs réglementaires, que ce soit pour l'assujetti qui va pouvoir avoir une attestation annuelle d'objectifs, mais aussi pour les services de l'État, pour la vérification de l'atteinte des objectifs des agents de l'État. Et c'est aussi un outil de mobilisation et de suivi de la filière, puisque c'est le point d'entrée. Emmanuel a parlé de l'importance de ce secteur-là en termes de mètres carrés, mais c'est le point d'entrée de l'acquisition de données sur le suivi, l'évaluation de l'état énergétique de ce patrimoine-là. Donc il y aura des données qui pourront être diffusées et accessibles sur cette plateforme en open data, pourvu que voilà, on soit conforme au respect des règles de confidentialité. Voilà. D'ailleurs, elle sera accessible pas seulement aux assujettis, à leurs prestataires qui pourront être leurs mandataires et faire remplir les données, mais aussi au grand public, comme aux services de l'État et à l'administrateur, ADEME et services État. Donc elle permettra, là on a le détail de ses principales fonctionnalités, de pouvoir saisir les éléments bâtimentaires, alors plus exactement de saisir les entités fonctionnelles. J'ai une petite diapo qui précise cela après, même si ça a été un petit peu déjà introduit par Emmanuel, parce que c'est vraiment la clé de voûte de la saisie des consommations et des règles d'assujettissement. La saisie des consommations de chaque année, où au 30 septembre de chaque année, on déclarera les consommations de l'année N-1, donc le 30 septembre 2026, où vous déclarerez les consommations de l'année 2025. Donc, et ça va démarrer avec l'année 2020 et 2021, alors qui sont deux années particulières, je reviendrai dessus juste après. C'est aussi une plateforme dans laquelle vous aurez à saisir votre année de référence au 30 septembre 2022 et qui pourra être une année qui sert au calcul des objectifs de la première voie qui a été présentée en valeur relative et qui sera renseigné comme les indicateurs d'usage quand il y en a qui vous ont été présentés, et la plateforme permettra de vérifier automatiquement l'atteinte des objectifs en modulant l'ensemble des données vis-à-vis de la rigueur climatique des GU, mais aussi des indicateurs d'intensité d'usage lorsqu'il y en a, et puis elle produira automatiquement une attestation de situation de l'assujetti par rapport à ces objectifs. Donc 2021 et 2022 sont deux années dites d'apprentissage, donc c'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'elles sont non représentatives de l'activité du secteur tertiaire pour les raisons que vous connaissez déjà tous, évidentes. 2022, c'est vrai, va être une année particulièrement chargée, puisque il y aura l'ensemble, la déclaration, la création des comptes, qui peut d'ores et déjà se faire. On le verra sur la diapo suivante, le calendrier d'avancement de la mise en œuvre de ces fonctionnalités.
mais aussi des données bâtimentaires, des consommations sur 2 années, donc une triple déclaration. Alors les années suivantes, ces déclarations, ces saisies-là seront allégées, puisque ce qui a été saisi en 2022 ne sera pas à ressaisir à nouveau, sauf si votre patrimoine a évolué. Pour nous, ADEME, ça va être aussi une année charnière, puisqu'on aura la première année d'utilisation et dont on va bien se servir à partir des retours pour optimiser et rendre encore plus opérationnelle et plus adaptée cette plateforme. Sur les déclarations, donc avant, il y avait une déclaration 2021, tout a été reporté au 30 septembre 2022, avec la triple déclaration dont je parlais tout à l'heure pour le 30 septembre 2022, les consommations 2020, les consommations 2021 et la déclaration des données de référence de cette année, si vous la choisissez entre 2010 et jusque 2019. Un petit focus sur l'entité fonctionnelle, qui est vraiment l'échelon le périmètre sur lequel vous aurez à déclarer ces informations-là et sur lequel le calcul du respect des objectifs sera réalisé. Et voilà, pour illustrer trois exemples, un locataire, et on peut dire, pour simplifier, une entité fonctionnelle, il y a un SIRET. Par exemple, là, un locataire qui loue 3 étages au sein d'un même bâtiment, la remontée des données se fait à l'échelle de ces 3 étages consolidés-là, pourvu que ce soit des locaux d'activité de la même activité détenus par un même établissement. Un établissement scolaire, une entrée par exemple plutôt au site, ou un établissement scolaire, un lycée par exemple, vous avez plusieurs bâtiments qui concourent tous les 3, l'ensemble, à l'activité du site, du lycée. La déclaration se fera sur le périmètre de ces trois bâtiments. Et puis un bâtiment entier occupé par un propriétaire occupant, d'ailleurs un propriétaire occupant ou un preneur à bail, puisqu'il le disait justement que les preneurs à bail sont également assujettis. Et la philosophie du texte, c'est, je pense qu'on peut dire ça, Emmanuel, c'est que il est plutôt indiqué que ce sont les occupants, les exploitants, les locataires qui remplissent les données de consommation, même si les propriétaires aussi ont tous les droits, ont les droits, et puis pour remplir aussi, déclarer leur consommation. Mais la logique, c'est plutôt celle-ci, et à charge ensuite entre le propriétaire et les preneurs à baux de s'entendre, de dialoguer pour se répartir un peu les tâches en termes de déclaration des différentes données, et ça marche plus. Ah, voilà. Le planning de déploiement des fonctionnalités que j'ai décrit tout à l'heure. Donc d'ores et déjà, vous avez un site internet, vous tapez Opera, ADEME, vous tombez dessus. Vous pouvez déjà consulter des données documentaires. Vous avez une FAQ qui est très très fournie. Et je le précise avant même la dernière diapo, c'est la source d'informations officielles sur laquelle il faut vous appuyer, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui sont interprétées par les uns et les autres, et qui parfois sont erronées. Donc la source d'informations fiable, elle se situe sur ce site internet et dans cette FAQ, et vous pouvez d'ores et déjà donc, créer des comptes. Et à partir, donc il y a la première, alors il y a un empilement, je suis désolé, de dates un peu clés, mais la première date clé, c'est le 31 décembre de cette année, qui va vous permettre de déclarer votre patrimoine et vos consommations. Donc mise en service de cette fonctionnalité importante qui va pouvoir se faire de 2 façons, soit manuelle, soit automatique en important des fichiers CSV. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis il y a une fonction dite de confort, une fonctionnalité dite de confort qui va vous permettre de retrouver des données, pourvu que vous avez autorisé l'ADEME à les récupérer, des données transmises par les GRD, par les gestionnaires de réseau de distribution, dans un premier temps Enedis et GRDF, et vous allez pouvoir retrouver toutes vos données qui sont liées aux factures, et vous allez pouvoir, du coup, ça va pouvoir vous permettre de faciliter ensuite la saisie de vos consommations.
La deuxième date clé, c'est le 1er avril 2022, où la fonctionnalité de rentrer, de saisir les consommations de l'année de référence sera ouverte. Et avec les indicateurs d'intensité d'usage associés. Et puis, vous avez ensuite le 1er juillet 2022, là, on va pouvoir permettre les premiers contrôles des services de l'État, mais aussi les attestations qui, pour les années 2020-2021, sont seulement à usage pédagogique, puisqu'elles sont neutralisées, donc ces 2 années-là, dans le dispositif. Et puis, le 1er janvier 2023, on pourra aussi, via les logiciels de gestion de patrimoine, de gestion énergétique des patrimoines, les logiciels de type Energy Management, il y a des API qui sont en cours de développement qui pourra permettre de transférer automatiquement des données saisies dans votre Energy Manager vers la plateforme Opera. Et puis, ça, 1er janvier 2023 aussi, les premiers benchmarks, puisqu'on aura eu la première triple déclaration. Donc là, vous avez les 2 principaux modes opératoires qui seront fonctionnels au 1er décembre, au 31 décembre 2021. En réalité, il y en a 3, puisqu'il y a la 3e qui est l'import, du moins l'interface avec les logiciels Energy Management, mais ce n'est pas pour tout de suite, avec une première saisie manuelle avec un nom barbare. L'interface Home Machine, c'est un site internet, un peu comme sur le site des impôts où les écrans vous saisissez au fur et à mesure que les écrans défilent. Et vous déclarez vos comptes, vos consommations, les bâtiments, les consommations, voilà. Et puis vous pouvez aussi saisir des données en important des fichiers CSV, pour faire importer des données en masse, compte consommation, donc pour les gros gestionnaires de patrimoine, où vous allez, voilà, du coup, d'un seul coup, avec une seule déclaration, pouvoir saisir l'ensemble de votre patrimoine. Ces fichiers CSV, des modèles, il y aura des modèles sur la plateforme Opera. Ils seront assurément disponibles au 1er janvier 2022, mais vous aurez avant des versions provisoires qui vont vous permettre d'anticiper un petit peu le remplissage de ces données-là. Je me demande d'ailleurs si elles ne sont pas déjà sur la plateforme. Donc là, l'attestation annuelle, donc là c'est simplement pour information, elle n'aura pas forcément cette forme-là, mais elle va permettre d'évaluer la position par rapport à la trajectoire et par rapport à la consommation cible, et de fournir une notation qui reflète l'avancement de l'assujetti dans la démarche avec un système à feuilles, voilà, qui permet de voir si on est loin ou proche ou déjà dans un objectif qui est dépassé. Et je termine, j'ai dû épuiser mon temps, ça, déjà. Bon, voilà, c'est ma dernière diapo. Donc la FAQ, le site internet avec la FAQ dont je parlais tout à l'heure, un guide d'accompagnement qui est en cours de réalisation, et puis peut-être mettre en avant, c'est pas écrit là, mais des MOOC qui sont en cours de préparation. Il y en a plus d'une dizaine, des MOOC assez courts et qui vont vous permettre vraiment de rentrer dans le détail de toutes les notions d'interprétation des textes avec des illustrations, des études de cas qui seront disponibles en visionnant en replay ou sur ces MOOC-là. Voilà. Eh ben, parfait. Merci pour cette présentation. Je n'ai pas trop dépassé, ça va? Oui, bon, c'est pas grave, on rattrapera le temps. Je te récupère. Vu l'importance du sujet, on a laissé le temps aux différentes explications. Et juste, toujours sur ce sujet-là, et peut-être pour être complémentaire, dans le cadre du salon Bipositive, il y a une conférence qui sera le mardi 14 décembre matin, avec l'ADEME régionale, avec Marc Leroux de l'ADHUP, avec aussi quelqu'un de l'ADEME nationale, donc Emerson Cabane, qui s'est occupé au développement de cette plateforme Opera. Donc je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut être. Si vous avez des questions sur la plateforme Opera, il ne faudra pas hésiter, puisque là, il n'y a pas de session de questions-réponses. Donc je vous invite vraiment à participer donc, le 14 décembre matin sur le salon Bipositive. Voilà. Si toutefois vous n'avez pas vu passer les infos, n'hésitez pas à venir soit sur le site internet du cluster, de l'ADEME, etc. Vous devriez avoir ces informations. Alors pendant qu'il y a le petit mouvement de salle, je vais inviter sur cette